Je vais répondre aussi à la question de Jean-Christophe Fromentin, mais je commencerai par là parce que c'est une question qui, au fond, est d'ordre plus général sur est-ce qu'il y a plusieurs grands paris et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer du fait de la pluralité des projets et des acteurs. À cette question, d'ailleurs, Laurent Sabaye a répondu en partie en rappelant qu'effectivement, il y avait eu dans le passé récent des débats entre effectivement le projet du Grand 8, du Grand Paris, porté par le gouvernement, et la vision du Grand Paris développée par le président Sarkozy en son temps, et une vision, on va dire, régionale, avec un SDRIF, et également un projet de métro automatique Arc Express. Et comme l'a très bien rappelé mon collègue Albarello, le projet dont nous avons accouché est un compromis entre ces deux visions, et avec, je pense, un compromis dynamique et constructif, puisqu'on a plutôt été vers une ambition supérieure, c'est-à-dire associer le lien avec les pôles économiques, même s'il y a des problèmes de calendrier, j'entends bien et j'y reviendrai, avec aussi la desserte des zones les plus denses et du quotidien des franciliens. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la question plus fondamentale posée par Jean-Christophe Fromentin, c'est la question aussi de la simplification des différents échelons de décision à l'échelle de notre région et la cohérence entre effectivement les différents acteurs institutionnels ou économiques et la Société du Grand Paris qui est venue se rajouter à l'ensemble des acteurs institutionnels déjà existants. Cette question, très clairement pour moi, elle est encore devant nous et nous aurons à la traiter, je pense, assez rapidement. Et d'ailleurs, j'attends de Jean-Christophe Fromentin qu'il nous fasse connaître des propositions, le connaissant et sachant le discours qu'il a sur les territoires, sa vision d'un développement économique qui repose sur le dynamisme des territoires, je suis sûr que dans ce domaine, il aura des propositions à faire valoir et je les attends avec impatience. Je voudrais également répondre à mon autre collègue des Hauts-de-Seine. C'est normal que les Hauts-de-Seine soient en première ligne sur ce projet parce que nous allons quand même recevoir une bonne partie du nouveau réseau, à la fois dans la partie sud, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est plutôt le nord du département, Jean-Christophe Fromentin plutôt le centre, mais il y a aussi le sud. Et la première ligne 15 va partir de Pont-de-Sèvres. Hein, le démarrage du projet se fait dans les Hauts-de-Seine. Donc on ne peut pas dire que notre département, si tant est qu'on puisse raisonner à cette échelle-là, dans un projet de cette envergure, soit maltraité. C'est un choix d'ailleurs qui a été fait, je dirais, en amont des travaux que nous avons menés. Quand nous sommes arrivés avec Yves Barello et que nous avons discuté avec André Santini, avec le directeur de la SGP, avec tout un tas d'acteurs du projet, on nous a dit que les études avaient démarré par ce tronçon-là et que le choix avait été fait. Peut-être, et là je fais le lien avec la question de Jacques Kosowski, aurait-il fallu démarrer plutôt par le nord des Hauts-de-Seine ou par le nord du réseau. Ça, je reconnais qu'il y a un choix qui a été fait et sur lequel nous n'avons eu aucune prise puisqu'il a été pris dans la période précédente et dont nous sommes aujourd'hui tributaires. Parce qu'ensuite, effectivement, le réseau se déroule tronçon par tronçon et à partir du moment où on part au sud, ensuite, il y a une logique de la rocade. Alors après, est-ce que la rocade, elle doit continuer à l'est, continuer à l'ouest? C'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que le démarrage par le sud, déjà en soi, est une prise de date à l'horizon de 2020 et qui fait que, effectivement, le premier tronçon en service desservira plutôt le sud du secteur concerné. Alors, il y a quand même une question importante, c'est, au fond, pourquoi est-ce qu'il va y avoir une rupture de charge quand le réseau arrivera à Pleyel, puis de Pleyel ira à Charles de Gaulle, et ensuite de Pleyel continuera jusqu'à la Défense. Alors là, on est dans des considérations qui sont essentiellement, je dirais, d'ordre technique et d'exploitation. Moi, j'invite, pour avoir des précisions plus techniques sur le sujet, à se rapprocher de la Société du Grand Paris, qui nous a expliqué à Yves Albareo et à moi que, de toute façon, l'exploitation d'un métro ne pouvait pas se faire en rocade de façon continue. Il y avait forcément des moments où, au bout d'une ligne, il fallait une rupture de charge pour permettre, évidemment, de reprendre l'exploitation sur un autre tronçon. Et là, il est clair que, compte tenu de sa position géographique un petit peu centrale au carrefour, en fait, entre le tronçon qui vient du sud, le tronçon qui repart vers Roissy et le tronçon qui va se poursuivre jusqu'à la Défense et Nanterre, même jusqu'au Pont de Sèvres, puisque le bouclage de la rocade, il va jusqu'au Pont de Sèvres, du Pont de Sèvres au Pont de Sèvres. À un moment donné, il y a eu un choix de faire cette rupture de charge à Pleyel, c'est clair. Et du coup, il y a la rupture de charge quand on viendra de Roissy.
on descendra à Pleyel. Et si on veut repartir sur la Défense, il faudra le faire dans un autre métro. Simplement, on pourrait imaginer, et là, c'est pas, je vais m'avancer un petit peu, mais on pourrait imaginer d'avoir un système comme à Châtelet, RER A, RER B. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on sait qu'il y a un flux important qui vient de Roissy, qui veut aller à la Défense, on pourrait faire en sorte de faciliter le transfert de charges d'un métro à l'autre en faisant en sorte que les quais soient interdistants de très courte distance. Dans ces cas-là, on voit très bien que ça marche. Ce qui me permet de faire le lien sur une question qui a été posée, je ne sais plus par qui, mais sur l'intermodalité. Il est évident que la question de l'intermodalité, et d'ailleurs ça répond aussi à Valérie Lacroute sur la Grande Couronne, c'est notamment pour la Grande Couronne, mais pas que, un axe essentiel. Il est très important que les gens qui prennent le Transilien et qui souvent viennent des zones les plus éloignées de la région Île-de-France puissent très rapidement, la Seine-et-Marne, mais il y a aussi les Yvelines, il y a aussi l'Aisne, il y a aussi l'Oise. Enfin bon, ça peut, c'est pas que, c'est le grand bassin parisien pour le coup. C'est très important que très rapidement ils puissent rentrer dans le futur réseau par une gare interconnectée. Et là, c'est très clair, je vais vous dire, objectivement, il y a encore des problèmes, tout n'est pas réglé, et il y a notamment un problème et là on l'évoque dans le rapport, de cheville et d'efficacité dans le travail entre le STIF et la SGP. Et là, nous, on a clairement fait passer le message, que ce soit à la SGP ou au STIF, il faut alors sauf effectivement contrainte technique majeure, parce que bon, quand on reprend les gares une par une sur lesquelles se posent des problèmes, il y a des spécificités qui rendent les choses plus ou moins difficiles et coûteuses aussi, il y a des questions de coûts derrière, mais il est très clair que dans la mesure du possible et dans la mesure de capacité financière, il faut que les interconnexions soient maximales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens ils aillent à faire 2 kilomètres entre la gare du Grand Paris et la gare du Transilien, parce que sinon, ça ne marchera pas cette affaire et on passera à côté d'une partie de notre sujet. Voilà. Excusez-moi d'aller dans ce niveau de précision. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Si peut-être un point quand même. Un point pour dire qu'effectivement, la charge financière du projet, elle repose essentiellement sur le dynamisme de l'économie francilienne. Et même, y compris les recettes futures, elles devront reposer, je pense, essentiellement sur la région Île-de-France, parce que, et ça a été dit, je crois par Laurent Vus, on demande des efforts à toutes les régions sur ces grands projets d'infrastructure. Nous-mêmes, nous avons demandé, dans le cadre du nouveau Grand Paris, à ce que des économies soient trouvées, y compris en réduisant les tailles de quais, si nécessaire, et en réduisant la taille des métros, si nécessaire. Et par ailleurs, il est évident que sur les recettes, je l'ai dit, on essaiera de faire en sorte qu'elles soient pérennisées sur l'Île-de-France. Alors, dernier point. On arrête. J'arrête. La desserte à Roissy, quand même. Je rappelle que l'inauguration de l'aéroport de Roissy, c'est le 8 mars 1974 par Pierre Messmer. Donc la question de la desserte, elle est posée, elle n'est pas posée d'aujourd'hui. Elle est posée depuis 40 ans. Donc, ce qui est clair, c'est la perspective. La perspective, c'est que la desserte se fera dans les conditions posées par le nouveau Grand Paris. Ça va sans doute pas assez vite, j'en suis conscient, mais là, je renvoie au débat précédent sur le choix de partir du Pont de Sèvres pour aller vers Noisy-Champs et du fait qu'ensuite, le réseau poursuivra avec des tranches d'aménagement qui prennent du temps. Nous le savons tous, nous connaissons les contraintes de ces grands projets d'infrastructure. Merci. Merci.